Bonjour à tous, on commence ce journal par l'Irlande qui a donc dit oui au mariage gay. Un peu plus de 3 millions de personnes étaient appelées aux urnes hier. Catherine Gentil de Cancode, bonjour, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni et ce référendum était historique, autant finalement que ce résultat. Et oui, l'Irlande a parcouru un bien long chemin pour en arriver là. Le résultat, s'il se confirme, est d'autant plus impressionnant que l'Église catholique est encore très puissante dans le pays. L'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1993, le divorce autorisé en 1995 et l'avortement est toujours interdit, sauf si la vie de la mère est en danger. Le mariage entre personnes du même sexe, en tout cas, a passionné les 3,2 millions d'électeurs irlandais, puisqu'ils ont été plus nombreux à se rendre aux urnes cette fois-ci que lors des précédents scrutins. Enfin, il faut savoir que les autorités de Dublin ont décidé d'organiser un référendum sur la question, ce qui est une première mondiale, car cet appel au peuple était le seul moyen d'empêcher une éventuelle contestation ultérieure devant la Cour suprême. L'Irlande aujourd'hui deviendra donc le 19e pays de la planète à autoriser le mariage entre deux personnes du même sexe. Merci beaucoup Catherine Gentil de Cancode. En France, de nouveaux cas de jeunes Français partis faire le djihad ont été signalés. La Turquie d'abord a expulsé un Français qui voulait rejoindre la Syrie. La Suisse a aussi arrêté et extradé vers la France un jeune de 18 ans. Des jeunes radicalisés toujours plus nombreux et une menace terroriste qui reste très élevée. Déclaration de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur inaugurait à Rennes un nouveau service de lutte antiterroriste. Liseron Boudoul. Le Français était en route pour rejoindre un groupe de djihadistes en Syrie avec lesquels il était en contact. Il l'a avoué lors d'un interrogatoire mené par la police des frontières turques. Parti de France, l'homme est d'abord passé par Milan en Italie avant d'arriver à Istanbul en Turquie il y a 2 jours. Son projet était alors de rejoindre la ville d'Adana dans le sud, de traverser la frontière turco-syrienne clandestinement pour y retrouver des djihadistes. Ce matin, le ministre de l'Intérieur reconnaît une augmentation du nombre de Français candidats au djihad depuis 1 an. Pour juguler ce phénomène, nous menons une action résolue contre le terrorisme et notamment nous avons mis en place, au terme de la loi du 13 novembre 2014, l'interdiction de sortie du territoire qui est destinée à faire en sorte que ceux dont nous savons qu'ils veulent partir soient empêchés de le faire. Aujourd'hui, le gouvernement turc dit avoir une liste de noms de plus de 13 500 étrangers désormais interdits d'entrer en Turquie. La Turquie, d'ailleurs, annonce avoir expulsé jusqu'à présent près de 1350 personnes cherchant à rejoindre l'organisation État islamique. Dans la nuit, l'État islamique, lui, a annoncé la mort de 2 djihadistes français qui auraient commis 2 attentats suicides en Irak. Selon les services antiterroristes, plus de 800 Français seraient allés en Syrie et en Irak. 450 y combattraient en ce moment. Et sachez qu'en Irak, l'armée a lancé sa première contre-attaque contre l'organisation État islamique. Les forces irakiennes affirment avoir repris des positions à l'est de Ramadi, ville située à seulement une centaine de kilomètres de la capitale Bagdad et qui était tombée aux mains des djihadistes le week-end dernier. Les djihadistes, en revanche, ont tissé leur drapeau noir au sommet de la citadelle de Palmyre, la célèbre cité antique syrienne dont l'organisation État islamique s'est emparée cette semaine. On apprend que le groupe djihadiste a pénétré jeudi dans le musée de la ville sans toutefois détruire les pièces précieuses archéologiques, annonce du chef des antiquités syriennes. Au Mexique, une fusillade entre narcotrafiquants et forces de l'ordre a fait 44 morts. Cela s'est passé dans l'ouest du pays. Les échanges de tirs ont duré 3 heures. 2 policiers fédéraux ont perdu la vie. En Grande-Bretagne maintenant, cette histoire peu banale, l'arrestation d'un réseau de braqueurs dans le cadre de l'enquête sur le casse du quartier des Joailliers à Londres début avril. 8 hommes ont été placés en détention provisoire et vous allez le voir, certains ne sont pas tout jeunes. Julien Beaumont. L'escorte est digne d'un film policier, l'histoire aussi. Dans ces camions, 8 suspects. Moyenne d'âge 61 ans. Et voici leur cerveau, Brian Reader, 76 ans. La photo date de 1986. C'est lui qui a imaginé un casse à 60 millions d'euros. Le 2 avril dernier, en plein Londres, dans le quartier d'Hatton Garden, le quartier des diamantaires. Profitant du week-end pascal, l'équipe est passée par le toit, puis a descendu en rappel le long des câbles d'ascenseur. Une prouesse, car certains ont 67 et même 74 ans.
Ensuite, comme la porte du coffre était inviolable, ils ont tout simplement percé le mur en béton. Et voilà ce qu'ont trouvé les policiers. 70 coffres dévalisés et vidés de leurs bijoux, diamants et argent liquide. Scotland Yard a alors lancé une vaste enquête éclair, car en à peine un mois, les 8 suspects ont été arrêtés. Aucun d'entre eux n'a de casier judiciaire. Certains sont plombiers, mécaniciens, ouvriers ou tout simplement retraités. Les papis braqueurs, peut-être le titre d'un prochain film à Hollywood. La préfecture de la Loire recherche toujours entre 3 et 6 hommes âgés d'une trentaine d'années qui auraient été en contact avec un chien, un bull terrier mort de la rage. Cela s'est passé au Chambon-Feugerolles, non loin de Saint-Étienne, et il y a urgence. L'infection est mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Corinne Lalo. Le chien sultan est bien mort de la rage le 18 mai dernier. Les analyses de l'Institut Pasteur ont montré que ce bull terrier, qui revenait d'un voyage en Algérie, était bien porteur d'un virus originaire de ce pays. À son retour, le chien est tombé malade, devenant agressif, puis mordant 2 personnes et un chien avant de mourir. La France est déclarée indemne de la rage depuis 2001, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Tout retour d'animaux sur le territoire français non vaccinés est illégal. Et ceci, il faut le rappeler. À l'heure qu'il est, 16 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec l'animal. Elles sont prises en charge par le centre antirabique. Je le rappelle parce que c'est important pour les personnes du Chambon-Feugerolles. Toute personne qui aurait été en contact, c'est-à-dire une simple caresse avec le chien, doivent impérativement appeler la cellule d'information du public. La préfecture de la Loire a ordonné une opération de capture des animaux errants. Elle a également défini une zone restreinte à l'intérieur de laquelle les chats ne doivent pas sortir du domicile de leur propriétaire et les chiens doivent être muselés et en laisse. Cette mesure sera maintenue 6 mois jusqu'en octobre prochain. À l'occasion de la première édition de Paris Fais-toi belle, les Parisiens sont invités à retrousser leurs manches et faire le grand ménage de printemps dans les rues de la capitale. Une opération voulue par la maire de la ville, Anne Hidalgo. Objectif, responsabiliser et sensibiliser les citoyens. Florian Paume est allé recueillir les impressions de ces bénévoles d'un jour. Écoutez. C'était important pour moi de pouvoir participer au bien-être dans mon quartier et de pouvoir mener une action citoyenne. Voilà, c'était important. J'aime pas quand il y a les cigarettes qui sont jetées, les verres, les papiers, tout ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de poubelle, alors tout le monde jette par terre. Mais en vérité, il y a plein de poubelles autour de nous. On a toujours besoin de nettoyer, hein. Mais c'est vrai que oui, si on commence par ces coins-là, après, si les gens, ça peut les mobiliser pour d'autres coins, c'est bien. Et puis c'est que 2 heures, qu'est-ce que c'est 2 heures? C'est rien. On passe au football ce soir, dernière journée de Ligue 1 avec Paris qui reçoit Reims. Le PSG, assuré de son titre de champion de France, lutte à distance en revanche pour la 3e place entre Monaco, Marseille et Saint-Étienne. Et puis le foot toujours avec bien sûr l'équipe de France des moins de 17 ans sur le toit de l'Europe. Les Bleuets, parmi lesquels Lucas Zidane, fils de Zinedine, se sont imposés en finale de l'Euro face à l'Allemagne, 4-1, dont un remarquable triplé d'Hudson Edouard. J-1 avant le palmarès de Cannes. Aujourd'hui, le dernier film en compétition, c'est un film anglais avec une star française, le très attendu Macbeth avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Une adaptation, bien sûr, du classique de William Shakespeare. Du cinéma à la chanson et Vienne qui accueille ce soir la finale de l'Eurovision. Suède, Russie et Italie sont donnés favoris. L'Eurovision, ce concours de chant a priori ultra kitsch, cache parfois aussi une compétition aux airs plus politiques. Béatrice Fenzang. Elle avait survolé l'épreuve l'an dernier. Conchita Wurst est devenue l'ambassadrice de charme de l'Autriche, soutien acharné de la communauté gay et lesbienne. Elle estime que ce concours permet avant tout de faire passer des messages politiques. C'est clairement une plateforme pour pouvoir exprimer ses convictions et se faire entendre. Je ne pense pas qu'on doive forcément le faire, mais dans mon cas, c'était très important de saisir cette opportunité et de dire quelque chose qui venait du cœur. Souvent moqué, jugé kitsch et superficiel, l'Eurovision serait donc en fait une formidable plateforme politique.
Une théorie partagée par cet historien spécialisé dans l'étude du concours. Certains me disent qu'ils détestent le concours, d'autres qu'ils l'adorent. Mais les gens ont toujours quelque chose à dire sur l'Eurovision. Et cela pousse les gens à penser à l'Europe et aux autres Européens et à la façon dont on s'identifie les uns aux autres. Avec sa chanson « N'oubliez pas », qui parle d'un village ravagé par la guerre, la Française Lisa Angel veut aussi faire passer un message. Mais pour l'instant, elle ne serait que 12e selon les parieurs, loin derrière le trio de têtes composé de la Suède, l'Italie et la Russie. En 2014, 200 millions de personnes ont suivi la compétition à travers le monde. Et restez avec nous dans un instant, Vue d'ailleurs avec Christophe Moulin.